Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Ça y est, les 20 épisodes de la première saison d'Éveille ta ville sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Mais après plusieurs mois dans vos oreilles, on n'avait pas envie de vous quitter comme ça. Alors on vous a préparé quelques reportages bonus dans un format un peu différent. Que vous ayez écouté tous les reportages du podcast ou que vous le découvriez grâce à cet épisode, restez avec nous, celui-ci devrait vous intéresser. Comment en est-on arrivé à se lancer dans ce projet fou de parcourir l'Europe en transport en commun à la recherche de solutions écologiques et sociales? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est notre rapport à l'écologie, au journalisme? Tout de suite, on vous propose une conversation autour de notre projet atypique pour découvrir les coulisses du podcast. Qui sait, elle pourra peut-être vous inspirer dans vos propres engagements. Aujourd'hui, je suis donc avec Kelly Gourdin, ma collègue journaliste. Hello. Et avec Rémi Auguet, le monteur son d'Éveille ta ville, également en charge de toute la logistique pour voyager à travers l'Europe en mobilité douce. Salut! Alors pour commencer cet échange, j'ai une petite question pour vous. Si vous deviez résumer cette expérience de 5 mois à l'étranger en un mot, qu'est-ce que vous diriez? Alors moi, je choisis le mot rencontre. Pourquoi? C'est la base même de ce voyage. Aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre des solutions qui façonnent le monde de demain. Et ces rencontres nous ont forgés, enrichis et changés aussi. Si vous avez déjà écouté les épisodes, je pense que vous serez d'accord avec moi que ces solutions qui font leurs preuves ou qui ont déjà fait leurs preuves nous encouragent à agir à notre tour pour la transition écologique et sociale. Moi, je dirais pizza. Pourquoi? Mais what? On en a mangé beaucoup quand même, et c'est miam miam. Bah c'est vrai qu'en un mois en Italie, punaise, c'était pas très régime. Hein. C'est vrai, à Pavie, c'était pas très... Ouais, pas de régime. Non. Alors bon, il me semble que pizza, c'était assez bof un adjectif. Merci d'avoir écouté les consignes, Rémi, mais bon, on va faire avec. Alors de mon côté, vous l'avez entendu, je suis aussi un estomac sur pattes, mais le mot que j'ai choisi de retenir pour tout ce projet, ça serait espoir. Espoir parce que pendant cette aventure journalistique, on a eu l'occasion de découvrir que partout, des gens, des associations, des villes, des entreprises, des chercheurs, tout ce petit monde en fait s'implique pour faire bouger les lignes, pour donner du temps et de leur énergie. Et ça en fait, c'était très stimulant de sentir qu'on n'est pas les seuls dans la lutte, qu'on n'est pas les seuls à partager cette inquiétude vis-à-vis de la situation climatique et à chercher des solutions concrètes. Alors ces réponses assez diverses, disons, vous auront déjà permis de saisir un petit peu nos personnalités. Mais pour mieux comprendre la suite de l'épisode, je pense qu'il serait utile qu'on se présente un peu plus en détail. Donc moi c'est Hildegarde, 25 ans, je suis journaliste pigiste spécialisée dans les thématiques d'environnement et de société. Je suis aussi photographe indépendante dans une agence qui s'appelle Hans Lucas. Je suis podcasteuse et donc naturellement très passionnée de podcasts, à tel point que je pense que mon entourage n'a à peu près aucune idée d'à quoi ressemblent mes oreilles, étant donné qu'elles sont tout le temps recouvertes par un casque. Côté études, j'ai un parcours un petit peu atypique, car j'ai fait une licence de psychologie en parallèle d'une 2e licence de lettres, cette fois, le tout dans un parcours international de chinois. Tout ça finalement pour faire une école de journalisme. Oui, je vous avais prévenu, c'est un peu spécial. Bref, mon école de journalisme, je l'ai faite en alternance dans un média qui s'appelle Vivant. Il est situé du côté de Poitiers et consiste à couvrir les solutions écologiques et sociales du nord de la Nouvelle-Aquitaine. C'est pendant ces 2 années que j'ai découvert le journalisme de solutions, dont on parlera un petit peu plus tard. Et moi, c'est Kelly, j'ai 28 ans et je me suis lancée dans le journalisme sur mon île natale, l'île Maurice. J'ai travaillé dans un hebdomadaire généraliste qui m'a permis de couvrir des enjeux liés au dérèglement climatique, comme la montée des eaux et l'économie bleue, qui sont des sujets particulièrement importants là-bas, mais pas suffisamment traités malheureusement. Ensuite, je suis venue en France pour faire des études, et actuellement je termine un master en journalisme environnemental que j'ai fait juste après un premier master de lettres et de culture de l'image. Je me suis sensibilisée davantage à l'écologie quand j'ai vu qu'en France et en Europe, il existe des mesures, même basiques, pour l'environnement et le social. Alors vous allez me dire qu'il y a encore beaucoup à faire, oui, je suis d'accord, mais à l'île Maurice, on ne recycle pas les déchets par exemple. L'environnement est aujourd'hui très important pour moi.
Et je veux contribuer en tant qu'individu et journaliste à la transition écologique et sociale, car les solutions existent. Donc moi, c'est Rémi, j'ai 26 ans et comme mes collègues, je suis passionné de son et d'actualité. Je travaille plus sur l'aspect technique du podcast. Je monte et je mixe les épisodes. Moi aussi, j'ai un parcours assez original, puisque j'ai fait beaucoup d'études différentes. Comme je suis très curieux, j'ai tour à tour étudié la gestion, l'histoire et le sport. Et en tant que passionné de jeux de société, j'ai travaillé dans une ludothèque itinérante et engagée, qui organise des animations pour les jeunes défavorisés. Entre le montage audio et la logistique, je suis un peu le couteau suisse de l'équipe. Alors, qu'est-ce qui nous rapproche ? Pourquoi est-ce qu'on est devenu un trio ? En fait, on s'est rencontrés à Poitiers, la ville où on s'est retrouvés tous les trois en même temps pour faire nos études. J'étais en licence de lettres avec Kelly, où on a très rapidement commencé à faire de la radio ensemble. Au fil du temps, Kelly est devenue l'une de mes plus proches amies, et Rémi, mon compagnon. C'est comme ça que, peu à peu, on a formé ce groupe de passionnés d'audio. Cette passion pour le son, on a eu l'occasion de l'exercer dans un premier podcast avant Eva et ta ville. Hildegarde et moi avons remporté un concours lancé par l'agence et le studio de podcast européen Europod. C'était un appel à projets lancé à travers toute l'Europe et on a eu la chance d'être sélectionnés en tant que lauréats nationaux. Ça nous a permis de réaliser un podcast nommé Utopia. Entre 2021 et 2022, on est parti en immersion dans 6 communautés autonomes de 6 pays d'Europe. On est par exemple parti en reportage dans des endroits comme Christiania, au cœur de Copenhague, pour citer l'une de nos destinations les plus connues. Notre but, en fait, c'était de découvrir si la vie en autosuffisance, ça relève ou non de l'utopie. De comprendre comment et pourquoi on crée une micro-société en marge de l'État. Et surtout, à quel point ça fonctionne. Est-ce qu'on peut devenir totalement indépendant en termes de logement, d'alimentation, de ressources, de système économique ? Qu'est-ce qui se passe quand on crée son propre système politique et culturel ? Voilà, c'était une aventure assez folle et originale que vous pouvez découvrir sur toutes les plateformes de podcast si le sujet des modes de vie alternatifs vous intéresse. La petite originalité, c'est qu'on a voyagé avec un psychologue du travail et une anthropologue pour offrir l'éclairage des sciences sociales à nos reportages de terrain. De mon côté, je ne faisais pas officiellement partie du projet, mais je l'ai suivi de très près et j'ai donné pas mal de coups de main pour le dérushage et j'ai été la bêta-auditrice. Comme je m'intéresse beaucoup à l'autosuffisance, ça m'a aussi donné envie d'expérimenter en communauté, alors j'ai participé aux immersions à mes frais. En tout cas, ça nous a permis de découvrir qu'on aimait beaucoup travailler ensemble et qu'on avait des valeurs communes. Et ça nous a donné l'idée de constituer un collectif par la suite. Oui, tout à fait. Et c'est justement dans cette optique qu'on a décidé de réunir nos compétences en traitement de l'info, en podcast et en photo au sein d'Aether Narratio. Aether, c'est une association de création de contenu et de transmission autour de la transition écologique et sociale. On y fait pile ce qui nous anime, enquêter sur des initiatives porteuses de sens et d'impact et transmettre ses connaissances au plus grand nombre. C'est comme ça qu'en octobre 2023, on a tout quitté, logement, job et stabilité financière, pour se lancer à temps complet dans l'aventure Éveille ta ville. Je reviens sur la question des valeurs que tu mentionnais, Kelly. On est bien sûr tous les trois très sensibles aux enjeux d'environnement et de solidarité. Côté écologie, on était tous les trois engagés à différents niveaux, mais on avait un grand sentiment de frustration. Moi, par exemple, j'adore faire mon compost. Ça me passionne même. Mais bon, je sais très bien qu'il en faut un peu plus pour sauver la planète. Je me demandais comment on pouvait faire pour aller au-delà des petits gestes. Comment je pourrais m'engager en ancrant profondément l'écologie dans mon mode de vie, plutôt qu'avec des pratiques éparses. Oui, parce que quand on a des multinationales pétro-gazières qui détruisent la planète en exploitant les hydrocarbures d'un côté, et de l'autre, de bons samaritains qui font l'effort de raccourcir leur douche et d'économiser l'électricité, ça crée, comme qui dirait, un petit décalage. Évidemment, on sait que les petits gestes sont importants, qu'on en a besoin. Mais on avait aussi envie de voir comment on pouvait aller au-delà. Quelles solutions collectives et vraiment impactantes existent pour affronter avec un peu plus de sérénité un futur qui s'annonce compliqué, dans la mesure où si on ne change rien, on s'expose à un scénario catastrophe de plus 4 degrés à la fin du siècle. Comme on a beaucoup aimé l'expérience Utopia, donc, on a décidé de se lancer à temps plein dans la création de podcasts engagés. En fait, jusqu'alors, c'était quelque chose qu'on faisait uniquement sur notre temps libre le soir, après nos journées de boulot ou d'études, voire quand on avait les deux en même temps. Alors on a réfléchi à comment on pourrait créer le podcast qu'on aurait aimé écouter, nous, en tant que personnes qui souhaiteraient participer à bâtir un monde un peu plus durable, mais en tant que personnes aussi qui se sentent souvent dépassées par l'ampleur du chantier pour y parvenir. C'est comme ça qu'on a eu l'idée d'un podcast qui serait un peu comme une bibliothèque sonore, dans laquelle on pourrait venir piocher, non pas des livres, mais des solutions d'avenir. Une bibliothèque où chaque épisode contiendrait une solution qui répond à un problème écologique, social ou les deux.
L'idée, c'est de mettre en avant des initiatives qui ont déjà prouvé leur efficacité sur le terrain, dans l'objectif qu'elles puissent être plus facilement reproduites. Que ce soit dans le champ des énergies renouvelables, du militantisme, de l'art, de l'alimentation durable, on sait qu'il est possible d'agir sur plusieurs fronts pour transformer la société. L'écologie, ce n'est pas qu'une affaire de biodiversité ou de thermomètre qui augmente. C'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus transversal. Malheureusement, les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sont très clairs à ce sujet. Les solutions, on les connaît. Exactement, les solutions existent déjà pour sauver la planète. Je place l'expression entre gros guillemets, car la planète se porterait très bien sans l'humanité, qui s'auto-menace toute seule d'extinction. On n'a pas besoin d'apprendre à ensemencer les nuages pour créer des pluies artificielles, à construire un avion soi-disant vert, à concevoir des voitures électriques toujours plus perfectionnées. Le GIEC est très clair, il faudrait décroître plutôt que de continuer à chercher la croissance dans le technosolutionnisme. Bref, les solutions, on l'a dit, on les connaît, mais elles manquent de diffusion. Énormément d'associations, d'organismes privés ou publics lancent des projets géniaux de leur côté dans le monde entier. Le problème, c'est que ces structures n'ont pas forcément le temps ni les moyens de faire connaître leurs innovations. On avait donc notre idée de bibliothèque sonore, et quant à la question du terrain, on a choisi de continuer à travailler à l'échelle de l'Europe, dans la continuité d'Utopia. Effectivement, dans nos recherches, on n'a trouvé aucune bibliothèque comme celle qu'on voulait bâtir à l'échelle du continent. On s'est dit que ce serait enrichissant de cultiver une vision d'ensemble, pour montrer que des initiatives se développent de toutes parts, mais aussi qu'une transition écologique et sociale européenne est possible. Oui, la crise climatique, c'est un problème global. Et qui dit problème global, dit nécessité d'apporter des réponses globales. C'est très bien si une ville, une région ou même un État se fixe, et surtout s'il respecte, des objectifs de réduction de ses émissions. Mais pour changer les choses, on a besoin de plus que certains territoires exemplaires. On a besoin d'une transformation générale et collective, d'où notre choix de l'Europe. Et tant qu'on est dans la géographie, récapitulons un petit peu notre itinéraire. Quelles sont les 5 villes de notre tour d'Europe ? Pour ce voyage, on est parti en reportage à Marbourg, en Allemagne, à Iași, en Roumanie, à Pavia, en Italie, à Salamanca, en Espagne et à Coimbra, au Portugal. Peut-être qu'avant d'écouter Éveille ta ville, vous n'aviez jamais entendu ces noms. C'est parce qu'on a fait exprès de choisir des villes qui ne sont pas des capitales, pour montrer que même dans des villes de taille plus modeste, on trouve énormément de personnes engagées et d'initiatives fortes. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit de municipalités en alliance avec Poitiers, la ville où on s'est rencontrés et où on a fait nos études. Par alliance, j'entends jumelage ou intégration à une alliance de villes universitaires européennes nommée EC2U. Et il y a d'autres raisons qui nous motivent à faire du journalisme itinérant. On veut montrer que les problèmes rencontrés par les différents pays sont communs et que donc les solutions, elles aussi, peuvent être communes. Si je prends par exemple la pollution de l'eau, on est tous concernés. On connaît toutes et tous une rivière ou autre cours d'eau dans un sale état. À Marbourg, en Allemagne, on a rencontré un groupe d'étudiants qui s'est formé à la plongée pour nettoyer le lit de la rivière locale. C'est notre premier épisode, allez l'écouter pour découvrir les objets insolites qu'ils ont trouvés, c'est impossible que vous deviniez. Bref, c'est une solution qui pourrait être tout à fait répliquée, c'est une solution universelle à un problème malheureusement universel. Oui, dans cette démarche, on veut vraiment favoriser l'échange d'informations, le partage de bonnes pratiques entre les villes vis-à-vis de problématiques qui concernent tous les pays, ou qui vont tous finir par les concerner. Je pense par exemple à notre épisode à Salamanca, en Espagne, dans lequel on vous explique comment cette ville fait pour s'adapter aux effets du dérèglement climatique, pour rester vivable malgré les hausses de température prévues. L'épisode s'appelle « Urbanisme, comment adapter les villes au dérèglement climatique ». Et puis, aller faire des reportages dans ces pays européens, pour la plupart proches de la France géographiquement, ça permet de dépasser l'image qu'on peut se faire au travers du tourisme ou des réseaux sociaux. Personnellement, j'aime bien suivre l'actu internationale. Mais si je ne le faisais pas, je pense que l'image que j'aurais des pays voisins, comme l'Italie et l'Espagne par exemple, elle se limiterait surtout à des photos Instagram, de monuments, de nourriture typique. C'est légitime bien sûr, mais on pense que c'est aussi intéressant de vous faire découvrir ces pays et leur culture au travers du prisme de leurs engagements. Il n'y a pas que la gastronomie et le patrimoine historique pour découvrir un territoire qui nous est étranger. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Rémi, en parlant de l'actu internationale. Généralement, on entend parler des pays étrangers à l'occasion d'actu, entre guillemets, chaudes. C'est-à-dire une info qui traite des sujets brûlants, qui progressent rapidement, mais qui deviennent aussi obsolètes rapidement, comme les élections par exemple. Et nous, à contrario, on a choisi de créer de l'actu froide. On veut que notre bibliothèque de solutions reste pertinente longtemps. Mais pour créer des productions qui dureront également sur le temps long, qui pourront être partagées pendant plusieurs années.
On n'est pas sur du contenu produit rapidement pour coller à une actu urgente, mais qui devient dépassée tout aussi rapidement. Oui, ce que vient de dire Kelly, ça va avec notre philosophie de travail, qu'on veut dans le slow journalisme, le journalisme lent si vous préférez. Lent dans le sens où on privilégie vraiment la qualité à la quantité. Effectivement, en restant un mois dans chaque ville, on aurait pu se débrouiller pour vous faire de petits reportages de quelques minutes quasi tous les jours ou tous les 2 jours, plutôt que 4 reportages dans le mois. Mais ça aurait été au détriment de la pertinence. Il faut du temps pour identifier des sujets exceptionnels, parler avec les gens, découvrir le terrain. Du temps pour définir une problématique, construire une narration, enregistrer les 1001 bruitages et ambiances sonores qui habillent le podcast. Et puis, sur le terrain, on s'est permis de revenir 2, voire 3 fois sur un même lieu de reportage, histoire de pouvoir rencontrer tous les acteurs et actrices, venir refaire des photos complémentaires, bref, saisir le sujet sous un maximum de dimensions différentes et creuser notre angle à fond. Bon, alors tout ça, c'était pour la théorie du projet, et maintenant, passons à la pratique. Je voulais vous demander, quelle solution est-ce que vous avez préféré couvrir et pourquoi ? Pour moi, ce serait EcoRed, la communauté qui utilise une monnaie alternative à l'euro, favorisant le partage de biens et de services, comme des cours de théâtre ou des pâtisseries. J'aimerais beaucoup pouvoir participer à une initiative comme celle-ci. Chacun trouve sa valeur dans le partage. Si ça vous intéresse, chers auditeurs et auditrices, l'épisode s'appelle EcoRed, réinventer la consommation en marge du capitalisme. Et toi, Kelly ? Pour ma part, j'ai adoré Open Source Seed, une licence créée par le chercheur allemand Johann Kochi. Il s'agit d'une licence qui protège les graines de la privatisation par les multinationales. C'est un sujet dont on parle très peu. La privatisation des graines entraîne la perte de diversité alimentaire, la perte de biodiversité, l'appauvrissement des sols. En tout cas, je vous encourage à écouter cet épisode pour en savoir plus sur ce que vous mettez dans vos assiettes. Le nom de l'épisode, c'est Open Source Seed, libérer les graines de la privatisation du vivant. Et pour finir, moi, le reportage qui m'a le plus marqué, je crois que c'est sans conteste celui sur la mafia du bois. En fait, à Iași, en Roumanie, on a rencontré des citoyens et des citoyennes qui pistent des trafiquants de bois pour les dénoncer aux autorités, quitte à parfois se mettre vraiment en danger. Cet épisode s'appelle « Déforestation, des citoyens en lutte contre la mafia du bois ». Il a été très fort à enregistrer puisqu'on a accompagné les activistes dans une opération de traque, et je vous laisse écouter l'épisode pour découvrir ce qu'il s'est passé ensuite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait une fois de retour en France ? Notre but, c'est d'avoir le maximum d'impact sur le terrain. Alors, on s'est dit qu'on allait organiser des événements à la fois pédagogiques et artistiques autour du podcast. Le but, c'était à la fois de valoriser Éveille ta ville, mais aussi de transmettre nos connaissances liées au journalisme indépendant et à l'éco-responsabilité. Car, mine de rien, on apprend beaucoup quand on essaie de limiter ses émissions de CO2 au quotidien, dans sa vie pro et perso. De retour en France, on a donc organisé une dizaine d'événements gratuits et ouverts à tous. Il y a eu une conférence pour rendre compte de nos reportages, et un salon d'écoute pour partager nos épisodes publics. C'est un peu comme une séance de cinéma, mais pour les oreilles. On a aussi organisé une table ronde, destinée en particulier aux jeunes d'une maison de quartier, pour leur présenter notre travail, mais surtout pour échanger autour des problématiques qu'ils rencontrent dans leur quartier ou dans leur ville, et réfléchir ensemble à des solutions pour rendre leur lieu de vie plus écologique et solidaire. Et puis, il y a aussi eu les ateliers de sensibilisation au numérique. On en a 2 qui ont pas mal tourné. Le premier, c'est un atelier intitulé « Mieux s'informer à l'ère des fake news et des théories du complot ». Dans cet atelier, on partage tous les réflexes à adopter pour reconnaître le mensonge en ligne et développer un esprit critique face à la masse d'informations à laquelle on est exposé tous les jours. On apprend notamment à reconnaître des images générées par intelligence artificielle. À la fin, vous ressortez avec de vrais outils pour ne plus vous faire avoir par les fake news. En fait, en se lançant en indépendant, on a eu envie d'en profiter pour revoir nos pratiques. Car on utilisait énormément les services proposés par les géants du numérique, Google et Microsoft notamment. Mais on sait très bien que ces multinationales ont des impacts conséquents sur l'environnement et des pratiques discutables d'un point de vue éthique. Pour info, le numérique représente 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est énorme. En prenant conscience du fait que le cloud n'est pas si léger qu'il en a l'air, on a peu à peu changé nos méthodes et nos outils de travail, que ce soit pour la suite bureautique, le mail, l'agenda ou le drive, pour opter pour des logiciels libres. Pour le matériel informatique en lui-même, on a pris de l'occasion reconditionnée par les ateliers du bocage, une structure d'insertion poitevine, membre du réseau Emmaüs France. En toute transparence, on n'est pas vraiment parvenu à se détacher totalement des GAFAM, surtout en ce qui concerne la diffusion du podcast.
On a eu envie de faire connaître ce travail et dans cette optique, on a choisi d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux classiques et aussi de les diffuser sur les plateformes d'écoute les plus utilisées. On n'est donc pas parfait, point de vue sobriété numérique, mais on progresse et on se remet constamment en question. En tout cas, dans cet atelier, on explique à quoi est due la pollution numérique, qui la génère, comment, quels impacts ça a sur l'environnement et l'humain, et bien sûr, ce qu'on peut faire concrètement pour réduire son empreinte liée au numérique. Qu'on soit un individu, une entreprise, une association, un organisme public. Pour l'instant, on a surtout organisé des événements à Poitiers et à Versailles, mais si vous, qui nous écoutez, avez envie de nous faire intervenir dans votre structure, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on est mobile. À l'heure où vous écoutez cet épisode, on sera par ailleurs tout juste intervenu à Iași, en Roumanie, où l'Institut français nous a proposé de revenir pour présenter notre travail à l'occasion d'un salon d'écoute et aussi d'animer un atelier autour de la reconnaissance des fake news. Et pour finir, que serait un projet engagé comme celui-ci sans des valeurs pour le structurer ? Avant de débuter Éveille ta ville, on s'est mis autour d'une table et on a construit une charte pour définir les valeurs qu'on souhaitait porter. On ne va pas vous expliquer toute notre déontologie, seulement quelques points qui nous semblaient les plus importants. Le premier que je voudrais citer, c'est la précision. Avec Kelly, on vous l'a dit, on a fait des études de lettres, donc on est particulièrement sensible à la richesse de la langue française et à son vocabulaire très étendu. On sait que chaque mot peut refléter un imaginaire différent. C'est pour ça qu'on s'interroge continuellement sur le juste lexique à employer pour correspondre fidèlement à la réalité du terrain. Par exemple, on choisit toujours d'utiliser l'expression dérèglement climatique plutôt que changement climatique, car on sait que le changement peut parfois être positif ou normal, et ce n'est pas du tout le cas du dérèglement climatique. Un autre point qui nous tient à cœur, c'est l'accessibilité. On fait preuve de pédagogie, en cherchant à rendre notre travail de vulgarisation accessible au plus de personnes possible. Pour ce faire, on privilégie une écriture fluide et simple, sans pour autant sacrifier le style. Un dernier point primordial pour nous, c'est l'analyse. Effectivement, on pense que c'est la mise en contexte qui permet de construire une vision d'ensemble du monde et d'en comprendre les phénomènes systémiques. C'est pour ça qu'on ne se contente pas d'énoncer des faits, mais d'investiguer leurs causes profondes et leurs conséquences sur le long terme. Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la couverture de l'actualité climatique. On voit beaucoup d'articles qui se concentrent sur un feu de forêt, mais sans expliquer que les forêts brûlent beaucoup plus, avec un climat dont la sécheresse est renforcée par le dérèglement climatique. Ce manque de lien, on l'analyse justement dans notre épisode intitulé « Lutter contre le déni climatique et le sexisme dans les médias », si vous voulez aller y jeter une oreille. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode bonus, on vous a présenté notre démarche journalistique, les différentes passions qui nous animent et comment on trouve du sens dans ce métier si particulier de reporter. On vous a aussi donné un peu plus de contexte sur cette aventure européenne qu'on a vécue et qu'on vous a partagée. Un projet qui aura finalement duré 1 an entre la réalisation et la diffusion, avec plus d'1 an et demi de préparation en amont. Et voilà, on arrive au bout des épisodes bonus qu'on vous avait concoctés. À la question « Est-ce qu'on fera une saison 2 ?», j'ai envie de répondre « Eh bien, ça dépend de vous ». Ce travail, on le fait avant tout pour vous. Alors dites-nous si vous avez envie qu'on renouvelle l'expérience, dites-nous ce qui vous a plu, déplu, interrogé dans la saison 1, et quel pays et quelle thématique vous aimeriez qu'on explore dans une éventuelle saison 2. Si cette série vous a appris des choses, je vous invite à prendre quelques secondes pour nous laisser un like ou 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous faites partie des meilleurs, vous nous laisserez aussi un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup à poursuivre notre travail d'information qui est, je le rappelle, gratuit et accessible à tous. Enfin, pour découvrir les coulisses de notre voyage en Europe et plein de contenus exclusifs, rendez-vous sur notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. Merci à nos auditeurs et nos auditrices qui prennent le temps de faire ne serait-ce que l'une de ces actions, ça nous aide énormément. Merci d'avoir suivi Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.